Souleymane Niang. Allons d'abord à Paris, au 4e jour du procès de l'ancien président de l'I2AF, Lamine Diack, et de 5 de ses anciens collaborateurs. Après les auditions de Gabriel Dolé et de Maître Habib Cissé, lundi et mercredi, le tribunal a commencé à entendre Lamine Diack hier. Mais c'est aujourd'hui que les débats entrent dans le vif du sujet. Ce matin, Lamine Diack a nié avoir perçu des pots de vin pour financer la campagne électorale de la présidentielle de 2012 au Sénégal. Compte rendu d'audience avec notre correspondant permanent à Paris, Cheikh Sidou Silla. À la barre ce matin, Lamine Diack s'est voulu clair. Il a accepté l'aménagement de la suspension des athlètes russes dopés pour 2 raisons. Ne pas faire fuir les sponsors pour, dit-il, sauver la santé financière de l'I2AF et réussir l'organisation des championnats du monde à Moscou. C'est l'accord qu'il a trouvé avec Valentin Balaknichev. En filigrane, Lamine Diack veut dire que s'il a opté pour cette solution contre les athlètes dopés, ce n'est pas pour son enrichissement personnel. Mais dans le package, il y a aussi le financement de la campagne électorale au Sénégal, lui demande la présidente, manifestement pas convaincue. Lamine Diack précise d'abord que c'est au détour d'une discussion qu'on lui a demandé s'il ne voulait pas être candidat à la présidentielle de 2012 au Sénégal. Sa réponse était qu'il pourrait l'être, mais juste pour assurer la transition. Mais pour cela, vous avez demandé 1,5 million d'euros à Valentin Balaknichev, insiste la présidente, qui ajoute que Hugh Roberts, conseiller juridique de l'I2AF, a indiqué lors d'une audition devant la Fédération internationale d'athlétisme le 17 juin 2015, bien avant l'audition de Lamine Diack, que le financement de la campagne électorale au Sénégal faisait partie du package. Je n'ai pas demandé de l'argent, j'ai dit simplement que pour gagner, il faut 1,5 million. Pour l'heure, Lamine Diack n'a pas dit s'il avait ou pas reçu la somme. La séance est suspendue. Reprise à 13h30. Paris, Cheikh Sidou Silla, RFM. Cheikh Sidou Silla, merci. Les précisions de l'administration pénitentiaire sur une présumée grève de la faim qu'aurait entamée Luc Nicolaï. Il n'en serait rien selon l'inspecteur régional de l'administration pénitentiaire de Thiès, Yankoba Dembélé, que nous avons joint ce matin. Je vous propose de l'entendre avec El Hadj Ndiogou. Luc Nicolaï a été transféré au niveau de la MAC de Thiès le lundi passé, c'est-à-dire le 8 juin. On l'a accueilli aux environs de 9 heures. Et dans le cadre des formalités administratives, c'est-à-dire l'écoute, il a posé des exigences, notamment qu'il est claustrophobe, c'est-à-dire qu'il a la phobie de l'enfermement. Et également, il souhaiterait recevoir ses visiteurs et recevoir ses plats extérieurs. Malheureusement, compte tenu du confinement, c'est impossible, en tout cas pour le moment. Toutefois, on l'a orienté dans une très bonne chambre où vraiment il y a, en tout cas pour qui connaît la chambre 1 au niveau de la MAC de Thiès, c'est l'une des meilleures chambres. Et je pense que vraiment, il vit sa détention de manière sereine. Il vit sereinement sa détention, ça veut dire quoi exactement? Luc Nicolaï observe-t-il une crève de la faim? En tout cas, pour le moment, il est dans la chambre 1 et vraiment, on lui amène ses plats, on lui amène également, en tout cas, tout ce qu'il souhaite. Et s'il refuse, vraiment, on porte la mention. Vous lui apportez ses plats, mais est-ce qu'il prend les plats? Est-ce qu'il s'alimente correctement? En tout cas, d'après les informations que j'ai reçues du directeur de la MAC, il n'y a pas de grève de la faim. Au niveau de la MAC de Thiès, il n'y a pas de difficulté, en tout cas pour le moment. Parce que tout simplement, quand un détenu, en tout cas, souhaite faire une grève de la faim, en tout cas, nous autres, nous lui amenons des plats. Il refuse de prendre, il refuse de manger, on porte la mention. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Midi, 6 minutes. Il y a un mois, jour pour jour, le président de la République, Macky Sall, annonçait l'assouplissement des mesures de restriction et demandait aux Sénégalais d'apprendre à vivre en présence du virus. Aujourd'hui, le constat est que les populations respectent de moins en moins les gestes barrières. Elle souligne qu'il faut prendre beaucoup plus au sérieux la maladie. Reportage de Nafissatou Silla. Distanciation physique non respectée, port du masque entre autres quasiment à l'abandon. Le constat est désolant. Un relâchement total selon Absa Diopning, la trentaine. C'est un relâchement total, surtout sur les gestes barrières. Tu vois, les baptêmes sont là, les mariages sont là, même les cérémonies de décès sont là. Les gens se ressemblent, ils ne portent pas de masque. Dans les marchés, ils ne portent pas de masque. Sinon, ils le font descendre jusqu'au menton. Bon, il y a des Sénégalais qui ne croient pas à cette maladie,
disent qu'ils ne connaissent pas quelqu'un qui a cette maladie. C'est vraiment désolant. Même constat pour Astou Biteye, vendeuse de tissus au marché Colobane. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre la population sénégalaise parce que personne ne respecte les mesures barrières. Personne ne les respecte. Mais c'est pas du tout normal. La santé avant tout d'abord. Marcher comme ça dans la rue sans porter les masques et tout le temps on voit les cas communautaires. Vraiment, ça c'est inacceptable. Une bonne partie de la population sénégalaise a certes opté pour un assouplissement des mesures, mais d'après ce jeune homme, Samba, c'est à nos risques et périls. On parle même plus de lavage des mains. Quand je traverse la rue, je vois plus de bassines. Ou bien même ce sont des bassines déjà cassées, on l'utilise plus. Et ça, c'est vraiment déplorable. Absa Diop Ning espère au moins voir les forces de l'ordre agir pour freiner ce relâchement. La police, la gendarmerie, la journée comme la nuit, ils doivent être sur le terrain tout le temps pour faire respecter ces barrières et prendre des mesures. Les amendes aussi, qu'on les respecte, qu'on fasse le nécessaire parce qu'ils sont là pour nous. De nombreux Sénégalais sont des adeptes du laxisme, mais dans ces situations de pandémie, le mieux est de revoir les comportements. Parlons maintenant de l'opération Coup de poing lancée en début de semaine par la police pour contrôler le respect du port du masque et des autres mesures barrières dans les lieux publics et dans le transport. Nous nous sommes rendus sur l'axe Rufisque-Mbao pour voir si les transporteurs respectent les recommandations en matière de port de masque et de limitation du nombre de passagers. Reportage Abdou Diouf Diagne. Nous sommes à bord d'un minibus de la ligne 63. Ici, pas de surcharge. Seules les places assises sont occupées et le receveur veille au grain. Ce passager trouvé au rond-point croisement Mbao paye les frais de la menace des autorités de faire des opérations de contrôle dans les transports. Il est invité à descendre du bus faute de place. Le receveur nous a demandé de descendre. Il nous dit qu'il n'y a plus de place. J'ai constaté depuis quelque temps que les transporteurs respectent les mesures édictées par les autorités. Dans les transports appelés Ndiagandiaï, la mesure a été aussi respectée, comme en témoigne ce passager qui nous parle à travers la vitre de ce véhicule en partance pour Diamniadio. Je vois que seules les places assises sont occupées. Je ne vois pas de surcharge. Et les passagers portent aussi de masques, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir. Cependant, quelques légèretés sont notées pour ce qui est du port du masque, selon cet autre passager. Concernant les ports de masques, surtout dans les transports en fait, dans les moyens de transport, pratiquement plus de masques, plus de gestes barrières, donc c'est une sorte de déguisement si on peut le considérer ainsi. Donc les gens portent leur masque uniquement pour entrer dans le bus, pour ne pas se faire descendre du bus. Le constat est général en fait, tu as l'impression que le virus n'existe plus. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Et comme vous le savez, dans le cadre de cet assouplissement, les voyages interurbains ont également reprise du trafic, notamment entre Dakar et la Casamance, au garage Bignona. Depuis lundi, sur place, on note un respect strict des gestes barrières par les responsables. C'est à prendre ou à laisser, disent-ils. Ils feront tout pour éviter la propagation du virus. Salimata au reportage. Un masque bleu sur son visage, une bouteille de gel hydroalcoolique à la main droite, Moussa prend très au sérieux son rôle. Avant d'accéder au garage appelé communément Bignona, il faut impérativement se laver les mains, ce qui crée souvent de petites tensions. C'est vrai qu'il y a quelques récalcitrants, des taximans et quelques clients aussi. Mais les mesures sont claires. Il faut se laver les mains, il faut qu'on contrôle aussi les températures avant de voyager. Si vous êtes d'accord, eh bien, vous embarquez. Sinon, on ne vous permet pas du tout d'accéder à la gare. Pour le responsable du garage, le transport a repris depuis lundi et il veille au grain pour le respect des mesures barrières. SNTP, Syndicat national des transports de proximité. Effectivement, vous l'avez vu, à l'entrée, il y a des lave-mains. Personne n'entrera dans cette gare routière sans laver ses mains. Avoir du gel et puis on va vous indiquer de porter les masques. Ça se fait dans tous les tableaux. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes en train de veiller strictement sur ces mesures-là, avec rigueur. Parce qu'il y a une équipe qui est sur le terrain
qui sont en train de veiller sur les mesures barrières. Les passagers aussi apprécient les démarches. Insisté nañu pour laver les mains, ñu jël seen température, loolu yëpp insisté nañu parce que xamal nañu clients yi bu ngeen ko deful du ngeen yéeg. Finalement, ils ont accepté. Les responsables rassurent les autorités, aucun relâchement ne sera toléré. Sur ce, ils demandent à l'État de lever l'état d'urgence car avec l'approche de la fête de Tabaski, beaucoup de bus préfèrent voyager la nuit pour permettre aux tailleurs, par exemple, de regagner la Casamance la veille. Puis ce cri du cœur des Goréens. Malgré l'assouplissement des mesures de restriction dues au coronavirus, l'île toujours enclavée, 4 rotations de la chaloupe à la place des 12 habituelles, ce qui ne plaide pas pour la reprise des activités économiques. Djibril Seck est conseiller municipal à la mairie de Gorée. Il s'est confié à Mohamed Ali Mouba. Gorée est enclavée. Donc depuis le 16 mars, donc, quand il y a eu un cas suspect dans le bateau Le Diola, donc on avait fermé Gorée. Donc, les chaloupes ont été réduites jusqu'à 4 rotations par jour. Et donc, au moment où l'État a allégé les mesures, donc on se sent toujours fermé parce qu'on ne l'a pas ressenti à Gorée. Et donc, Gorée est une population qui vit à 80% de tourisme. Donc, en ce moment, l'État a réouvert les restaurants à Dakar. À Gorée, toujours les restaurants sont fermés parce que personne ne peut entrer à Gorée. Il n'y a que les détenteurs de cartes chaloupe qui peuvent entrer à Gorée. Et donc, puisque Gorée fait partie du territoire national, nous, Goréens, on peut se déplacer et aller vers Dakar, faire ce qu'on veut et revenir. Mais pourquoi pas ne pas alléger les mesures, donc augmenter les rotations des chaloupes, parce que j'ai eu à contacter les autorités portuaires, mais ils m'ont dit qu'ils n'ont pas encore reçu la notification du ministère des Transports maritimes. Donc, et puisque le président de la République a donné des instructions, mais il faut que le ministre applique cette décision-là et donne l'autorisation à la liaison maritime Dakar-Gorée de reprendre les lignes pour que les gens puissent circuler librement. Et puis un mot du programme de résilience économique et sociale, notamment en ce qui concerne la distribution des vivres. Allons dans la région de Ziguinchor à Sindian, précisément. 13 sacs de riz et 5 bidons d'huile pour une vingtaine de familles placées sous quatorzaine dans la commune. La mairie, débordée par les charges sociales de ces ménages, menace de lever le confinement face à la pression des besoins. Ces familles qui sont identifiées comme contact des enseignants sont des soutiens de famille. Aujourd'hui, privés d'activité, explique le maire de Sindian qui appelle à l'aide. Yankoba Sagna, maire de Sindian, au téléphone avec Lamine Ba. Malheureusement, il y a eu au niveau de la commune une vingtaine de familles qui ont été concernées par des cas contacts avec ces cas positifs avant qu'ils ne soient décelés. Une vingtaine de familles a été confinée et les 100 contacts aussi ont été invités à rester chez eux. Parmi ces 100 personnes, il y a des soutiens de famille, il y a des acteurs économiques. Donc le fait de les confiner et de leur demander de rester chez eux impacte sur le plan économique sur leur situation. C'est une situation vraiment très délicate. Nous avons reçu de la part du comité départemental de suivi un appui de 13 sacs de riz, 13 pour 20 familles confinées. Bon, vous voyez, ça ne couvre pas les besoins pour 14 jours. La mairie actuellement, la commune est débordée. C'est une situation qui est intenable au niveau de la commune. Nous sollicitons vraiment un accompagnement. Sinon, ce qui va se passer, c'est quoi? Quand nous n'aurons plus les moyens de retenir ces gens-là, nous serons obligés vraiment de desserrer. Si nous n'obtenons pas de soutien et pas d'accompagnement, nous serons obligés d'être dans l'obligation vraiment de desserrer le confinement de ces familles qui sont en contact, alors que l'échéance des 14 jours n'est pas encore arrivée. Et puis, un mot sur la conférence de presse du général François Ndiaye, le président du comité de suivi de la force Covid-19, conférence de presse sur laquelle nous reviendrons lors de nos prochaines éditions. En tout cas, il faut retenir que selon le général, les fonds de la force Covid-19 sont gérés de manière transparente. Il déclare aussi que des mécanismes de contrôle sont mis en place pour assurer la transparence, comme je vous le disais tout à l'heure. Nous reviendrons sur cette conférence de presse dans nos toutes prochaines éditions.
RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Souleymane Niang. L'épidémie de Covid-19 au Sénégal, plus de 100 cas encore enregistrés ces dernières 24 heures et une vingtaine de cas graves. Les autres chiffres et les détails avec le docteur Marie-Khémesse Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé et porte-parole du jour. Sur 1164 tests réalisés, 119 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,2%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 102 cas contacts suivis par nos services, 17 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Plateau 2, Maris 1, Golfe Sud 1, Wakinan 1, Anne 1, Diamniadio 1, Grand Yoff 2, Parcelles Assainies 1, Hariala 1, Fass Mbao 1, Anne Maris 1, HLM Nimzat 1, Kaolack 1, Richard Toll 1 et Touba 1. 109 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 20 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4 759 cas ont été déclarés positifs, dont 2 994 guéris, 55 décédés et donc 1 709 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exerce les populations à respecter au sein de nos communautés les mesures de prévention collective et individuelle. Le département de Dagana vient d'enregistrer son deuxième cas de coronavirus. Il s'agit d'un cas communautaire localisé à Reynabé, dans la commune de Ross Béthio. Le patient est revenu de la région de Louga et il est âgé de 34 ans. D'autres détails avec Mamadou Diagne. 2 mois après le premier cas, le département de Dagana vient d'enregistrer son deuxième cas de coronavirus. Le cas confirmé est localisé précisément à Reynabé dans la commune de Ross Béthio. Le patient est âgé de 34 ans. Il est revenu de la région de Louga. Joint au téléphone, le médecin-chef du district sanitaire de Richard Toll promet de réagir. Le district sanitaire de Richard Toll polarise aussi les communes de Rosso Sénégal et Ross Béthio, d'où la mention de Richard Toll dans le communiqué du ministère de la Santé. Mais d'après nos sources, une équipe médicale est déjà sur le lieu pour retracer l'itinéraire du patient, mais aussi de recenser ces personnes contacts. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. RFM, partout, tout le temps. Nous allons maintenant poursuivre ce journal avec donc la suite de l'actualité. Nous allons à Thiès. À Thiès, où nous vous parlions il y a quelque temps de la manifestation d'un certain nombre de personnes, notamment des villages environnants dans la commune de Mérina Ndakhar. Il parlait des problèmes du forage géré par Aquatech. Aujourd'hui, nous entendons la réponse du directeur général de Aquatech qui, à son tour, rejette ces accusations et porte lui-même des accusations. Pape Diop au micro de Cheikh Anta Diop. J'ai bien suivi l'élément. Vous savez, les sorties médiatiques sont souvent justifiées, mais parfois ne le sont pas. Tchartilor ne l'est pas dans le Mérina Dakhar. Il est vrai que ce sont des populations, malheureusement, qui sont manipulées. Tout ce qui a été dit, c'est un tissu de mensonges et d'incompréhension, parce que, à preuve, au moment où, dans votre élément, il y avait quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas d'eau, je voyais derrière un jeune garçon en train de boire. Nous avons changé la pompe de Tilor il y a 2 mois pour près de 4 millions. Moi qui vous parle, je sais qu'à Tilor, il y a de l'eau depuis qu'on est en place, depuis que la DSP est en place. La réalité, c'est qu'il y a des gens dans le forage de Tchartilor et dans d'autres forages qui, eux, ne payent pas l'eau, qui utilisent l'eau et en général dans la catégorie des maraîchers. Il faut comprendre une chose, c'est que nous avons un contrat de délégation de service public avec l'État du Sénégal. Le contrat est clair. Notre contrat est très simple, donner de l'eau aux populations. Le prix du mètre cube est fixé par l'État du Sénégal. Par ailleurs, j'ai entendu parler des frais de coupure, mais des frais de coupure sont fixés par le contrat. Pas nous qui fixons les frais de coupure. Les frais de coupure sont fixés par l'État du Sénégal. Nous avons un contrat avec le conducteur. C'est un employé d'Aquatech. Il se trouve que ce conducteur-là, depuis des mois et des mois, depuis près de 2 ans, fait beaucoup de malversations, a des pratiques douteuses, des branchements clandestins, des détournements de fonds, des fausses factures, alors qu'à la fin du mois, il va toucher son salaire avec Aquatech. Ça ne peut pas durer. Nous avons eu des preuves, nous avons décidé purement et simplement de le licencier.
Un mot d'éducation avec l'État qui a entamé une série de rencontres avec les acteurs de l'éducation pour un consensus sur la nouvelle date pour la reprise des cours. Des concertations menées par le ministère de l'Éducation nationale et le Haut Conseil du dialogue social. Sornana Tambaye. La reprise avortée des cours pour les élèves en classe d'examen n'a pas été très surprenante pour certains acteurs de l'éducation. Des syndicats ont, par exemple, dénoncé le fait d'avoir été écartés du dialogue à un certain moment. C'est donc peut-être pour réussir à trouver une nouvelle date consensuelle et sans report de dernière minute que des consultations sont en cours. D'abord, à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale qui coiffe tout le processus. Il rencontre d'ailleurs ce jeudi les associations des parents d'élèves. Abdoulaye Fane, président de l'Union des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, entend faire des propositions au ministre pour permettre aux élèves de passer leurs examens et de sauver cette année scolaire. L'UNAPES précise avoir été contacté par le Haut Conseil du dialogue social et devrait s'entretenir avec la présidente très prochainement. Innocence Tamdiaye, qui dirige l'institution, a reçu aujourd'hui le G7, groupe des syndicats d'enseignants les plus représentatifs. Ce sera par la suite au tour des autres acteurs d'être consultés. Des syndicats d'enseignants seront sans aucun doute reçus par le ministère selon le calendrier défini. Chermbo de la COSIDEP précise que les rencontres n'ont jamais cessé et qu'il n'y a rien de formel. Et selon ses propres mots, aucun acteur ne veut démissionner. Gouvernement, société civile, syndicats et tous les autres acteurs impliqués devront accorder leur violon pour que la prochaine date choisie n'entraîne pas autant de polémiques que le 2 juin. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Souleymane. 2 Sénégalais gravement blessés au Maroc. Ces compatriotes ont été victimes d'une agression mercredi à l'aube à Casablanca. Une bande composée de Sénégalais et de Marocains serait à l'origine de l'agression. Khadim Baye, notre correspondant au Maroc. Une agression d'une rare violence à Casablanca. 2 Sénégalais ont reçu mercredi dans les environs de 4 heures la visite surprise d'une bande de malfaiteurs. L'un a reçu 3 coups de couteau au niveau du bras droit et des cuisses. L'autre s'est fait casser les 2 jambes et un bras en sautant depuis son balcon. Ils ont été tous les 2 évacués à l'hôpital Ibn Roch de Casablanca, pris en charge par une ONG et le consulat général du Sénégal dans la ville blanche. Le premier est sorti depuis de l'établissement sanitaire, tandis que le second, gravement blessé, est toujours à l'hôpital. Quant aux auteurs présumés activement recherchés par la police marocaine, selon nos sources, ils ont emporté les téléphones portables de leurs victimes. Il s'agirait en fait d'un gang composé de Sénégalais et de Marocains. Depuis hier, la photo d'un compatriote circule sur les réseaux sociaux. Il est présenté comme le principal chef de la bande qui serait à l'origine de cette grave agression qui relance la question de la sécurité dans les quartiers populaires de Casablanca, d'où je vous appelle pour la radio Futur Média. En Côte d'Ivoire, une dizaine de personnes tuées dans une attaque. La base des forces de sécurité dans le sud-est du pays a été donc la cible de l'attaque terroriste. Le premier bilan fait état de 12 morts, dont 11 militaires, 6 blessés et 2 personnes introuvables. Selon l'AFP, une source burkinabé a également évoqué une dizaine de victimes. C'est la première attaque terroriste sur le sol ivoirien depuis l'attentat de Grand Bassam qui avait fait 16 morts. Au Cameroun, 3 militaires inculpés pour l'assassinat d'une dizaine de civils, parmi eux 10 enfants habitant la partie anglophone du Cameroun en proie à un conflit séparatiste. Les 3 soldats ont été inculpés d'assassinat et placés sous mandat de détention provisoire à la prison militaire de Yaoundé. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'armée camerounaise qui avait pourtant nié la tuerie et évoqué un malheureux accident. Le Burundi dans l'incertitude après la mort brutale du président Pierre Nkurunziza. Le défunt devait passer le pouvoir au général Évariste Ndayishimiye. C'était au mois d'août prochain. Le président de l'Assemblée nationale assure donc l'intérim comme prévu par la Constitution. Mais le nouveau président pourrait être tenté d'anticiper sa prise de fonction. Un conseil des ministres s'est tenu ce matin pour constater la vacance du pouvoir. Mais jusque-là, on ne sait pas réellement de quoi est mort le président Nkurunziza. Une enquête est réclamée par le Forum pour la conscience et le développement. Pacifique Nini Nazawe est parmi les leaders de la société civile burundaise. Il est actuellement en exil en France où nous l'avons joint. Nous avons des informations qu'il y a beaucoup de cas de décès suite au coronavirus, mais le gouvernement n'admet qu'un seul cas
et chaque fois essaie de banaliser les chiffres. Le Burundi a récemment renvoyé les représentants de l'OMS au pays. Beaucoup de programmes qui étaient destinés à la lutte contre le coronavirus n'ont pas marché au pays. Voilà pourquoi nous demandons cette enquête, parce que nous espérons que cela pourrait amener les autorités burundaises à se ressaisir et à prendre les décisions qui s'imposent pour protéger la population. Je suis un activiste de droits de l'homme, je me suis battu, j'ai dénoncé beaucoup de crimes commis par le régime Nkurunziza. C'est un régime qui est sous enquête de la Cour pénale internationale pour des crimes graves. Alors, autant je pense à la famille de Nkurunziza dans son moment de douleur, dans ses moments de peine, autant je pense aussi aux milliers de victimes du régime qui malheureusement perdent l'espoir de voir Nkurunziza un jour rendre des comptes devant des juges pour les crimes extrêmement graves commis au cours des 15 dernières années. Pierre Nkurunziza devait céder le pouvoir au mois d'août au nouveau président, le général Ndayishimiye. Quels sont selon vous les défis qui attendent le nouveau président ? C'est un président qui devra rapatrier les centaines de milliers de réfugiés qui se trouvent en exil. Et pour y arriver, il faudra qu'il rassure les Burundais sur le plan sécuritaire. C'est un président qui doit continuer le chemin de la réconciliation des Burundais, notamment en remettant en valeur l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et pour le renforcement de la démocratie. Pacifique Nini Nazaoué, actuellement donc en exil en France. Selon l'ONU, plus de 4000 Burundais ont fui leur pays pendant les 15 ans de règne de Pierre Nkurunziza. Et puis Emmanuel Macron tentait de démissionner pour une nouvelle réélection. Selon le Figaro, le président français aurait dit qu'il était prêt à prendre ce risque lors d'une réunion restreinte des donateurs de sa campagne de 2017. Réaction des services de la présidence française. L'hypothèse de la démission n'a jamais été à l'ordre du jour, mais l'Élysée d'ajouter, je cite, « On entre dans un cycle de réflexion et de consultation. La décision d'Emmanuel Macron, selon le Figaro, devrait intervenir dans les semaines et mois à venir. La Constitution française, en son article 7, stipule qu'en cas de vacance du pouvoir, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus tard, Souleymane. Merci Youssouf Bodian. Il est 12h29. Accueillons maintenant Binta Diallo pour l'actualité de la pandémie de Covid-19 Coronews. La situation liée au Covid-19 s'aggrave dans le monde. Les États-Unis ont dépassé le cap des 2 millions de contaminations. Malgré tout, le président Trump déclare que le plus dur est passé. Le bilan officiel de la pandémie révèle que derrière les États-Unis, les pays les plus touchés sont toujours l'Angleterre avec plus de 40 000 décès et surtout le Brésil. Le virus est loin d'être sous contrôle. Le Pérou est le deuxième pays d'Amérique latine le plus touché avec près de 200 000 cas. La Chine totalise près de 5 000 morts et plus particulièrement à Wuhan, berceau du Covid-19, mais aucun décès n'est enregistré depuis de nombreux jours. En Espagne, le bilan est au statu quo, aucun mort ces 24 heures, ce qui semble confirmer que l'épidémie est désormais sous contrôle dans le pays, comme chez ses autres voisins européens. Le 1er juillet prochain est le cap fixé par Madrid pour le déconfinement ainsi que la réouverture des frontières aux touristes. L'Italie, par contre, a enregistré en 24 heures 70 nouveaux décès. Le dernier bilan en date en Angleterre est près de 250 morts en 24 heures. Le Royaume-Uni poursuit malgré tout son déconfinement. En Allemagne, l'Institut Robert Koch a recensé aujourd'hui près de 190 000 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie. C'est ce 15 juin que le pays de Merkel va rouvrir ses frontières aux ressortissants des pays de l'Union européenne. Le Portugal a mis en ligne une application Info Praia pour des renseignements sur le taux d'occupation des plages cet été. La Belgique a quant à elle déploré 16 morts ce jeudi. En Afrique, le dernier bilan du Centre de prévention des maladies de l'Union africaine est de 200 000 cas confirmés de coronavirus sur l'ensemble du continent. Le pays le plus touché reste l'Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel entame cette semaine une nouvelle étape dans le confinement. C'est la fin du couvre-feu en Tunisie qui compte près de 50 morts. L'inquiétude est plus vive en RD Congo où l'épidémie semble s'accélérer, mais aussi au Nigeria où de nombreux morts ont été enregistrés dans la province de Kano. Le ministre de la Santé annonce qu'une majorité de ces décès étaient sans doute liés au Covid-19.
Guinée a lancé des essais cliniques sur l'effet des plantes médicinales. Le Mali est à 96 décès. La Mauritanie enregistre près de 150 guérisons sur plus de 1300 cas confirmés de coronavirus. Le Sénégal, lui, s'approche de 5000 infectés, 55 morts. Les cas communautaires explosent. La région de Dakar est l'épicentre de l'épidémie. RFM, reportage. Notre reportage hivernage du jour nous mène à Sédhiou et non pas à Kolda comme précédemment annoncé par erreur. Un cumul de 43 mm a été noté avec l'arrivée des premières pluies. Cependant, au niveau de la DRDR, la direction régionale du développement rural, il est trop tôt pour parler de l'installation de l'hivernage. Cependant, les agriculteurs, pour la majorité, se sont déjà préparés à entrer dans la saison des pluies, même si par ailleurs, ils ont noté un retard dans la disponibilité de certaines semences et autres intrants. Du côté de la DRDR, par contre, il n'y a pas de crainte. Toutes les dispositions seront prises. Correspondance, Max Euclide Kamfani. Beaucoup de localités de la région ont été arrosées par la pluie ces dernières 48 heures au grand bonheur des agriculteurs. Fodé Kao, agriculteur de son état, envisage déjà les semis dans son champ. Comme les premières pluies sont tombées, alors tout paysan doit alors se faire une préparation. Maintenant, on est prêt à cultiver. Moi, j'ai fini de défricher mon champ. Je suis en train de gratter. Mais deuxième pluie, je vais semer. Ça te permet de voir ce que tu vas manger, mais tu ne vas pas réaliser. La seule crainte pour lui, c'est le retard constaté par rapport à la disponibilité de certaines semences et intrants et surtout les animaux laissés à eux-mêmes en cette période. L'État doit faire tout pour les engrais, les semences. Dès que ça a retardé, ça pose problème. Ne pas avoir honte de prendre les tenues d'un paysan. Les éleveurs doivent se préparer. Dès qu'on sème, ils gardent leurs vaches. Sur cette question des semences, le directeur régional du développement rural pense qu'il n'y a pas grand souci à se faire. L'essentiel de ces produits est disponible, même si la réception d'autres semences reste. Omar Mbeng, DRDR de Sédhiou. C'était prévu que les pluies puissent arriver un peu plus tôt. C'est pourquoi le ministère avait pris les dispositions aussi pour anticiper sur la mise en place des semences, parce qu'il faut le rappeler, depuis le 14, nous avons commencé à recevoir le riz, le 14 mai. Le 16, on a commencé à recevoir l'arachide. Actuellement, on peut dire que vraiment les mises en place se poursuivent. Donc bientôt dans la semaine, on va terminer les mises en place de sorgho. Le sésame aussi est arrivé, on a reçu 76 tonnes. Le sorgho, c'est 93 tonnes déjà. Bon, le seul retard qu'on a noté, c'est le maïs. Je pense qu'on est en train d'acheminer un peu. L'engrais commence à tomber. Déjà, on est à peu près à plus de 168 tonnes. L'engrais du PAPSEN est déjà arrivé. Cependant, le DRDR demande aux producteurs d'être patients du fait qu'il est très tôt de parler d'installation de l'hivernage. Max Euclide Kamfani à Sédhiou pour la RFM. RFM, la presse du jour. La presse de ce jeudi 11 juin, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le tonton du littoral, le régime accélère la cadence de la boulimie foncière. Il ne se passe pas un jour sans qu'on tire à U et à Ya sur les prédateurs fonciers de notre genre. De gros bonnets qui se sucrent sur le dos du peuple sénégalais. L'ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy désigne les coupables. Il s'agit selon lui de marabouts, de ministres, de magistrats qui accaparent le littoral. Son propos mis en exergue par le journal Les Échos. Dans la zone des Filao, le journal L'Info révèle que Mamboy Gao a offert 5000 m² à un ministre. La salle d'attente des directeurs des domaines, devenue un bazar, ça sollicite à tout va, constate le confrère. Rien de nouveau sous le soleil de nos cieux, estime Sud Quotidien. À chaque régime, c'est scandale. Le morcellement du CICES, le bradage de la forêt de Mbao, la bande de Filao de Guédiawaye. À Dakar et sa banlieue, le mal est profond. Les régions ne sont pas épargnées, constate encore le confrère, avec des maires qui font du foncier en fonds de commerce. Hier, en Conseil des ministres, le président Sall s'est saisi de la question et il ne veut plus du braconnage et instruit ses ministres dans ce sens. Pour l'AS, Macky siffle la fin de la pagaille. Le président Macky Sall met fin à toutes les attributions et tous les projets d'aménagement. La DESCOS en profite pour libérer les mamelles. Aucune habitation ne sera tolérée, avertit Pape Saborindiaï, patron de la direction de surveillance du contrôle et de l'occupation du sol. Macky Sall revient sur terre, bûcheron du coup, le journal Tribune en doute qui parle juste de diversion, pas plus. Commentaire de Vox Populi, ce qu'il faut savoir, c'est que les terres, notamment les plus précieuses, ne sont pas accaparées seulement
par des spéculateurs et autres profiteurs du soir. Elle se donne du côté des services des impôts et domaines, oui, mais aussi au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. C'est cela, la vérité, écrit le journal. Selon le confrère, si le président de la République veut vraiment agir, mettre fin au partage léonais entre copains et coquins, il doit secouer les espiègles gaulo tapis dans ces deux structures. Ce sont eux les voleurs. Le journal Le Quotidien parle en tout cas de bombes foncières à désamorcer et vite. Macky Sall, qui entend la colère gronder, a décidé de désamorcer la bombe foncière du littoral. Depuis des décennies, des actes administratifs illégaux ont permis à une proche de privilégiés de nager à compte courant de l'intérêt général, pied dans l'eau, et regarde les autres de haut. En tout cas, Barthélémy Diaz a obtenu le renfort de Bamba Fall, le maire de la Médina, de Guy Marius Sagna ou encore de l'ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy, dont le combat contre le bradage du littoral. Les actualités du Covid-19, 55e mort, 3 nouveaux décès hier, relâchement presque total. Le Soleil documente le déni de la réalité du coronavirus et parle de mortelle insouciance. Le port du masque négligé à Touba, par exemple, après la psychose, c'est le relâchement total. Un second pic n'est pas à exclure à ce rythme, avertit un médecin, Dr Mohamed Lamine Ly, dans les colonnes du journal Le Témoin. Entre le volcan démographique et le Covid-19, l'usine Bentali, une bombe pandémique, renseigne encore le journal. Le journal Source A nous renseigne que désormais, la communication du ministère de la Santé et de l'Action sociale va changer en tout cas sur le point du jour de la pandémie. Passé jeudi, bye bye, Remes et compagnie. Le confrère nous dit, sauf revirement de dernière minute, les services de Youssar envisagent à partir de ce jour de ne plus se contenter que d'un communiqué envoyé aux médias pour les informer de la situation de l'épidémie. Autre innovation de taille, désormais, ils vont être muets au sujet des lieux d'origine des malades décédés du coronavirus. D'ailleurs, c'est le cas depuis hier. Ce choix se justifie, selon le journal, en partie par le fait que les familles qui ont perdu les leurs à domicile acceptent rarement qu'on leur applique à l'inhumation le protocole que leur soumettent le service d'hygiène et les sapeurs-pompiers. Sport pour boucler à la une du journaliste quotidien. Mercato estimé à 65 milliards de francs CFA. Pourquoi ça coince pour Koulibaly? Baisse de rendement du Lyon cette saison, 4 mois d'inertie ajoutés à 2 mois d'indisponibilité. Un nouvel indice sur sa valeur marchande à lire dans Stade Quotidien. Dans le journal Record, Alexandre Jacquin, journaliste à la province, prononce sur l'éventuel transfert de Maïan. Adjoint au chef du service du sport de la province, Alexandre Jacquin, l'un des journalistes qui suivent assidûment l'actualité de l'Olympique de Marseille, interrogé par Record, soutient que le dossier de l'attaquant des Lions est loin d'être bouclé par l'OM, même s'il cristallise les débats entre les Bouches-du-Rhône et la Bretagne. Dans Souloulam, la lutte facteur de développement, l'État ne doit-il pas sauver la reine, s'interroge en une le confrère. En tout cas, les lutteurs sont impactés par le Covid-19. Matarba est invité à décanter la situation. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h40, bienvenue à Point de Vue. Nous discutons aujourd'hui du plan de résilience économique et sociale et en particulier de la distribution des vivres dans le cadre de la lutte contre les effets du Covid-19 sur les couches les plus vulnérables donc, de la population. Et dans ce débat, nous sommes avec M. Zakaria Sambakhé, directeur pays de l'ONG Action Aid. Monsieur Sambakhé, bonjour. Bonjour Suleiman. Alors, nous attendons M. Momar Ndao, porte-parole du comité de suivi des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de Covid-19. Nous espérons l'avoir avant la fin de ce point de vue. Mais pour commencer avec vous, M. Zakaria Sambakhé, est-ce que vous avez, un tableau, une photographie un peu des opérations de distribution de vivres dans les communautés dans lesquelles vous êtes représentés? Quels sont les échos qui vous remontent de ces communautés par rapport à la distribution de ces vivres-là? Merci Suleiman. Saluer les auditeurs et auditrices de la RFM. Oui, il faut dire que c'est vrai qu'il est très tôt pour faire un bilan exhaustif de la distribution des vivres alimentaires dans le cadre de la réponse à la COVID-19.
Mais ce qui effectivement est constant, c'est que nous l'avons dit au début, c'est qu'il y a toujours un problème quand même de ciblage qu'on avait effectivement constaté, on avait attiré l'attention de l'État, que ça va plomber plus ou moins en tout cas la stratégie qui avait été déroulée par le ministère. C'est vrai qu'il y a eu quand même des points forts, notamment effectivement en s'appuyant sur le registre national unifié, qui nous a permis quand même d'aller un peu vite. Mais en même temps, on s'est rendu compte que puisque c'est une crise qui est inédite, une crise sanitaire, mais qui a quand même des implications dans les autres secteurs d'activité. Et donc, il fallait quand même ajouter, en tout cas, d'autres couches, d'autres ménages les plus vulnérables. Et c'est dans cet ajout de ménages vulnérables que nous avons effectivement constaté qu'il y avait des couacs, parce que sur le terrain, les gens ont noté quand même des doublons qui a effectivement été corrigé parce que nous avons à son temps attiré l'attention des autorités. Nos éléments sur le terrain avaient aussi constaté un retard dans la mise à disposition de ces BIP alimentaires, parce que pour nous, l'élément essentiel, c'était comment aussi aller vite et bien, mais aussi surtout garantir la dignité humaine, préserver la dignité humaine. Parce qu'il ne s'agit pas de donner de la charité, il s'agit d'un droit qui revient aux communautés. Il fallait quand même se garantir de toutes les sécurités quand même pour pouvoir acheminer très tôt. Et nous avons aussi attiré à son temps l'attention des autorités pour l'implication des acteurs communautaires. Une implication ne signifie pas juste passer l'information. Une implication, c'est comment ces acteurs sur le terrain jouent des actions actives sur le terrain. Ça veut dire que dans l'identification des cibles, dans la distribution, etc. C'est vrai que les forces de l'ordre ont été mis à contribution, mais même ça également, les gens se plaignaient du retard. Mais Zakaria Sambakhe, vous évoquiez tout à l'heure l'un des problèmes, c'est-à-dire le ciblage avec l'ajout d'un autre registre au registre national unifié, les problèmes de doublons. Mais vous évoquiez également la participation des acteurs communautaires. Si l'on considère que les chefs de quartier, à Dakar notamment, sont des acteurs communautaires, on a vu aussi des problèmes, franchement, de corruption, de mauvaise utilisation, de détournement. Est-ce que finalement la dichotomie qu'on essaie de mettre entre les acteurs publics, les autorités et la communauté n'est pas artificielle? Est-ce que finalement les problèmes ne se posent pas à tous les niveaux? Oui, justement, parce que vous savez, la question de la gouvernance ou mal-gouvernance se pose partout. Même, ça dit que le fait qu'aujourd'hui, le ciblage, parce que le ciblage, ce n'est pas quelque chose de très facile. Ça dit que parce que souvent, ça demande également de l'honnêteté, même de celui à qui qu'on accorde le questionnaire, qu'on annonce le questionnaire pour qu'il nous donne les informations. Tu vas dans une famille, le chef de ménage, tu as 4 chefs de ménage, alors qu'ils sont tous d'un seul ménage. Et là, c'est des problèmes. Par exemple, le chef de famille qui inscrit son fils et ses autres 4 fils, etc., dans un kit, c'est des problèmes. Ça veut dire que les denrées vont rester dans une famille. Et tu verras une famille qui a plus en tout cas de 4 ou 5 sacs de riz, etc., etc. Donc, c'est des choses, c'est vrai, qui ne sont pas à généraliser, mais c'est des cas qui arrivent. Et pour moi, le ciblage doit vraiment tenir compte du degré de vulnérabilité, des cessations des activités, surtout dans le monde rural, parce que tu vois un ménage qui a 10 personnes en charge, où le chef de ménage a plus de 80 ans. Donc, c'est cette personne qui n'a pas de source de revenus, mais elle est d'office donc qualifiée. Mais vous voyez ces gens d'acteurs qui sont laissés en rade. Et c'est là où aussi il faut relever le fait que les acteurs de la société civile et peut-être certaines collectivités locales avaient anticipé pour faire des distributions en même temps. Ceci également a soulagé plus ou moins, mais on a remarqué que ces genres d'actions ne sont pas en tout cas une mince affaire. La distribution et les questions humanitaires, il faudrait qu'il y ait des spécialistes. C'est vrai que le ministère a des techniciens qui sont spécialisés, mais aussi il y a d'autres acteurs qui le font tous les jours, qui travaillent sur ces questions-là et qui savent comment distribuer et qui maîtrisent le terrain. Mais justement, quel est votre rôle, vous, sur le terrain? Est-ce que vous êtes associé dans le cadre du comité de suivi, mais sur le terrain, est-ce que vous jouez un rôle réellement actif dans la distribution, dans le ciblage et dans les autres opérations? Mais bien sûr, c'est-à-dire que c'est vrai que
nous ne sommes pas sur tout l'étendue du territoire, mais quand même, là où nous sommes, nous jouons un rôle important. C'est que nous alertons, nous veillons, et si on voit des doublons, des manquements, on remonte ça au niveau de l'autorité. Et des fois, c'est très vite changé, mais après, ce que nous constatons, c'est que il y a toujours un problème dans la gestion du temps. C'est-à-dire que une fois qu'il y a des remontées, quand est-ce que c'est corrigé et quand est-ce qu'on fait la distribution. Justement, par rapport au temps, on a noté un retard. On était parti pour 15 jours d'opération de distribution. À un mois, on n'a pas encore fini. Il me semble que le ministre s'est donné 48 heures à condition que toutes les denrées soient disponibles pour finaliser l'opération. Oui, mais on a fait un faux calcul, une fausse estimation. C'est-à-dire que tu ne peux pas distribuer à combien 1 million de ménages, plus de 555 communes sur 557 en 15 jours, ce n'est pas possible. Là, il faut vraiment être, je ne sais pas quoi, pour le faire. Mais je pense que peut-être que c'est là où il faut corriger. Parce que pour moi, ce n'est pas mauvais de reconnaître ses erreurs. Et ce qui est dangereux, c'est de ne pas corriger à temps et de pouvoir continuer. Parce que c'est aussi un apprentissage. C'est vrai qu'on n'est jamais confronté à ce genre de situation. C'est la première fois que nous la vivons, mais il faudrait s'adapter et ça se fait également. Et je pense mais justement, j'allais vous poser la question, quelles sont vos propositions justement pour améliorer ce qui reste à faire? Nous ne referons pas le débat qu'on a tenu il y a plus d'un mois sur le choix entre la distribution directe de vivres par l'État et l'utilisation du cash transfert et la proposition que vous aviez faite de l'utilisation des bons alimentaires. Mais alors, quelle proposition pour que le reste de l'opération se déroule de façon diligente, tout en étant quand même transparent, équitable, etc. Faudrait-il combiner un peu les stratégies, justement, peut-être mettre un peu de cash transfert et l'utilisation des bons, d'après vous? Oui, tout à fait. C'est des choses qui sont possibles et il y a des experts qui le font. Et peut-être que dans le monde rural, les gens, vous savez, avec les bourses familiales, ça se fait. Et donc, on l'a dit, on ne va pas y revenir. Maintenant, ce qu'il faut, je pense qu'il faudrait peut-être partir par zone géographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des acteurs, il y a des régions qui ont déjà qui ont beaucoup avancé. En fait, l'idée, c'est de comment apprendre de ces régions qui ont beaucoup avancé et de les verser dans là où on a des difficultés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si tu prends la zone de Kédougou, peut-être qu'avec une population assez réduite, où ces acteurs ont terminé, comment faire venir certains acteurs qui ont eu une expérience, par exemple dans la zone de Tambacounda ou la zone de Kolda ou la zone de Matam, etc. Donc pour qu'on puisse effectivement voir là où ça marche, comment apprendre de cette zone-là et peut-être transposer ça dans une autre zone. C'est vrai que les contextes sont différents, mais il faudrait aussi quand même qu'on puisse... c'est un apprentissage, on le fait, il y a des techniciens qui le font. Nous, on a fait cette proposition-là. Peut-être que ça sera entendu. Mais il faut aussi saluer, comme je dis, que en tout cas, les gens aujourd'hui ont procédé par là où les gens ont le plus besoin de ces vivres-là. C'est-à-dire qu'on procède par de l'extrême, là où il y a l'extrême vulnérabilité. Et ça, on le salue, on l'a dit à son temps. Et maintenant, il y a des zones où les gens aussi s'impatientent parce que l'hivernage s'installe et qu'aujourd'hui, les gens peut-être pensent plus à avoir des semences que même peut-être à penser à ces vivres-là. Et donc, du coup, vous voyez, les intérêts se déplacent, les priorités se déplacent. Nous avons bien compris, donc, réajuster la stratégie en fonction de la situation géographique, sociale du moment. Merci infiniment à vous, Zakaria Samakhé, directeur pays de l'ONG ActionAid. Je rappelle que nous devions être avec M. Momar Ndao, porte-parole du comité de suivi du Fonds Force Covid, le comité qui tient un point de presse actuellement. Certainement, M. Momar Ndao participe à ce point de presse. Nous ne désespérons pas de l'avoir dans notre édition en Wolof en compagnie de M. Sambakhé. En tout cas, à 12h50, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a contribué de près ou de loin à sa réalisation. À 13h, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye pour la principale édition de la mi-journée en langue Wolof. Avant cela et dès à présent, Allo Présidence. Excellente suite des programmes sur la RFM. Très bon après-midi.